Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons douleur, créé en collaboration avec l'Association québécoise de la douleur chronique. Je m'appelle Sara Felkova. Je suis étudiante au doctorat en pharmacologie à l'Université de Sherbrooke sous la direction de professeurs Pierre-Luc Boudreau, Philippe Sarré et Michel Grombois. Aujourd'hui, je vais vous présenter Michael Desgagnés, mon collègue ainsi que mon ancien mentor, qui est un étudiant au doctorat en chimie au laboratoire de professeurs Pierre-Luc Boudreau et Philippe Sarré à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Michael, merci d'être avec nous aujourd'hui. Allô Sarah, merci bien d'être là pour moi. Dans l'introduction, j'ai pu vous dévoiler le sujet de notre balado, mais est-ce que Michael, pourrais-tu nous introduire un petit peu ton domaine de recherche? Mon domaine de recherche se situe à l'interface, dans le fond, entre la recherche préclinique, fait que surtout chez les animaux, puis plutôt la découverte fondamentale des molécules. Plus précisément, je travaille sur créer des molécules analgésiques qui pourraient être analgésiques en outrepassant le système opioïde, donc empêcher les effets secondaires des opioïdes. Donc, quel est en fait l'impact ou l'intérêt d'avoir de nouvelles molécules analgésiques aujourd'hui sur le marché? En fait, avec le recul finalement sur les années qu'on utilise les analgésiques, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes reliés à la consommation des opioïdes. Un des grands problèmes, c'est entre autres la consommation illicite, parce qu'évidemment, ces molécules-là ont un potentiel qui est psychoactif, donc c'est une drogue qui peut être, intéressante pour des gens à prendre de façon illicite. Fait qu'une des parties de ça, c'est d'essayer d'enlever ces effets secondaires-là d'euphorie, qui créent la consommation illicite des opioïdes. Puis en plus, les opioïdes peuvent créer la dépendance, ce qui fait que les gens, dans le fond, deviennent addicts, qu'on peut dire en anglais. Mm-hmm. Cette addiction-là va créer des consommations encore plus grandes qui peuvent mener à la mort à la fin. Est-ce qu'on parle d'une surconsommation des opioïdes au Canada? Absolument. Tout ça est un peu parti d'une compagnie, en fait, Purdue Pharma, dans les années fin 90, qui ont un peu menti sur la consommation de l'Oxycontin, puis la recommandation de l'Oxycontin dans des cas de douleur modérée. Puis en fait, on s'est rendu compte avec le temps qu'il y aurait une surprescription, surtout de ces opioïdes-là, donc oui, une surconsommation. Puis l'effet secondaire qui est vraiment le plus grave, qui est l'effet secondaire terminal, entre guillemets, c'est la dépression respiratoire. Fait que je sais pas si vous avez déjà vu, ou si toi tu as déjà vu, en fait, des vidéos de gens sur Internet qui arrêtent de respirer ou des trucs comme ça. Puis Non. depuis, en fait, même les policiers aux États-Unis, entre autres, portent sur eux des petites bouteilles spray que tu peux mettre dans le nez de quelqu'un, qui est un antagoniste du récepteur opioïde, donc qui va contrebalancer les effets de la consommation des opioïdes. Fait que c'est vraiment une grosse crise, puis entre autres aux États-Unis, on voit des morts à chaque jour, là. Wow. La douleur chronique, c'est un problème qui est quand même récurrent. Puis beaucoup des gens qui vivent de la douleur chronique, de ce que j'en comprends, c'est des gens qui ont maltraité leur douleur aiguë. Par exemple, tu te blesses, tu te fais donner des médicaments contre la douleur, puis tu te dis « j'ai pas besoin de ça, je les prendrai pas ». Puis il semblerait que de maltraiter la douleur aiguë, ça crée des problèmes au niveau chronique à long terme. Fait que si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, si tu te blesses, si tu te fais mal, essaye pas d'être tough. T'es pas tough, je suis pas tough, personne n'est tough, là. Prends tes médicaments, puis avec un peu de chance, ces médicaments-là que tu vas prendre pour ta douleur aiguë vont empêcher le fait que tu vas vivre de la douleur chronique plus tard. Fait que ça, c'est quand même un point important à faire passer. Puis on dirait que ça file un peu comme la morale qu'on fait avec les antibiotiques. Je sais pas si t'es d'accord. Ça file un peu genre, prenez tous vos antibiotiques, sinon vous allez faire de la résistance aux antibiotiques, puis vous allez avoir des bactéries multirésistantes qui vont vous tuer. Mais la douleur chronique, on peut penser à ça comme si c'était de la résistance aux antibiotiques, t'sais. Mais c'est ton corps qui résiste à la douleur, t'sais. Fait que j'ai l'impression que ça serait une bonne idée de prendre tes médicaments puis de faire ça que tu n'aurais pas de douleur chronique à long terme. Michael, tu es au laboratoire depuis plusieurs années. J'ai pu voir vraiment ton projet évoluer et grandir. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours? Sure. J'ai commencé à sachant pas trop qu'est-ce que je voulais faire en finissant le cégep. J'ai fait Sciences Nat parce que c'est un peu
ce que tout le monde fait qui est bon à l'école. Tu sais. Fait que tu commences à faire en sciences nat. Puis tu sors du cégep, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire. Puis j'ai décidé de choisir la biochimie. Pour moi, la biochimie, c'était un peu un sujet qui était très générique, très général, qui me permettrait vraiment d'essayer d'affûter qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que j'aimais pas. Fait que j'ai commencé en faisant la biochimie. Puis à l'Université de Sherbrooke, en fait, la biochimie, c'est très intéressant parce qu'on a des cours de chimie au département de chimie. Puis on a des cours de biologie moléculaire au département de la faculté de médecine puis des sciences de la santé. Fait qu'on voit un peu les deux mondes. Puis pendant ce temps-là, en fait, j'ai rencontré des profs incroyables au département de chimie, Guillaume Bélanger puis Claude Spinault, qui m'ont vraiment inspiré bien raide à vouloir faire de la chimie. Fait que j'ai essayé de m'orienter en voulant faire de la chimie. Finalement, j'ai trouvé la chimie médicinale un peu par hasard en voyant Eric pendant une visite guidée à un moment donné. Puis je disais même que je voulais avoir sa job quand il allait prendre sa retraite. T'sais. Fait que vraiment, c'était vraiment une passion qui s'est développée en très, très peu de temps. Là. Pourrais-tu nous décrire un petit peu l'objectif de ton projet de recherche? Oui. Comme je disais, mon but, c'est vraiment de créer des analgésiques qui sont non opiédergiques. Fait qu'on essaie de cibler des récepteurs qui ne sont pas impliqués dans la réponse opioïde. La nature fait quand même bien les choses, fait qu'on regarde la nature quand on ne sait pas quoi faire. Puis il y a un système qui est naturellement présent chez les humains puis chez les mammifères en général, qui s'appelle le système neurotensine. Ce système-là est impliqué, entre autres, dans la digestion des gras, qui peut être un peu spécial quand on parle de douleur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce récepteur-là puis ce système-là est aussi exprimé au niveau du système nerveux central. Puis au niveau du système nerveux central, un des effets de l'activation de ces récepteurs-là, c'est de créer de l'analgésie. Fait que on utilise un peu une molécule naturelle. On essaie un peu de prendre cette structure-là puis de la modifier pour que ça ait les propriétés que nous, on veut, qui est, entre autres, combattre la douleur. Fait que plus spécifiquement, moi, je travaille sur comment changer cette molécule naturelle-là, la neurotensine, pour essayer de faire un médicament avec ça. C'est un peu ça que je fais. Tu as parlé un petit peu de système nerveux central. Est-ce que c'est pas l'un des défis d'aller vers une cible qui se trouve au cerveau? Oui, c'est assez compliqué. Je suis vraiment pas un expert là-dedans, malgré le fait que j'aimerais l'être. Mais ce qui est intéressant avec la distribution au niveau du système nerveux central, c'est qu'il y a une espèce il y a plusieurs cellules, en fait, qui s'occupent de trier les contaminants qu'il y a dans notre sang. Ces cellules-là font partie de ce qu'on appelle, en termes communs, la barrière hémato-encéphalique. Puis cette barrière-là, ce que c'est des cellules hyper spécifiques puis hyper spécialistes à importer seulement les composés qui sont importants pour le cerveau. On peut, entre autres, penser au sucre. On peut penser, entre autres, à des acides gras. Puis ces cellules-là, en fait, ils vont complètement rejeter tout le reste vers le sang. Donc, ils vont empêcher le passage vers le cerveau. Donc, la barrière hémato-encéphalique nous protège, en sorte. Elle nous protège, mais dans notre cas, on dirait que dans le cas de mon projet, elle nous nuit, en fait. J'aimerais bien ça qu'elle soit moins sélective pour empêcher mes composés de passer. Donc oui, en effet, c'est ça le défi, c'est d'essayer de faire passer des composés au cerveau. Puis au niveau des restrictions chimiques de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, ou entre guillemets, le droit de faire, pour faire passer des composés dans le cerveau, c'est très, très restreint. Fait que, ça ne nous donne pas beaucoup un gros carré de sable pour jouer. T'sais. Ça nous donne un carré de sable assez restreint, disons. Comment, toi, comme chimiste médicinal, tu as résolu ce problème? Oui, on n'a pas vraiment résolu le problème. Fait que ça, c'est l'affaire, c'est qu'on n'a pas vraiment résolu le problème. La barrière hémato-encéphalique continue de nous empêcher de pouvoir rentrer des composés dans le cerveau. En réalité, il existe plusieurs manières de pouvoir contourner ça. Une des manières que j'ai abordées, c'est d'utiliser des transporteurs. Tantôt, je vous disais, les cellules spécifiques, leur but, c'est d'apporter des composés vers le cerveau, comme le sucre, comme les gras, par exemple. Puis ces transporteurs-là, des fois, on peut comme les déjouer, puis utiliser un composé qui pourrait ressembler à quelque chose comme un sucre, puis utiliser ça à notre avantage pour le connecter sur notre molécule qu'on va faire rentrer. Puis avec un peu de chance, le récepteur qui s'occupe de transporter le sucre dans le cerveau va reconnaître notre composé, puis va transporter notre composé dans le cerveau. Ça, c'est un peu les concepts généraux puis la théorie. En pratique, dans le laboratoire, on a utilisé un récepteur aux lipoprotéines. Les lipoprotéines, dans le fond, c'est juste des molécules qui sont importantes pour la structure des cellules, entre autres. Puis on a réussi à faire rentrer des composés de cette manière-là. Le problème, c'est qu'on s'est ramassé avec plein d'effets secondaires, puis on sait pas trop Finalement, on ne sait pas trop si ça marche ou pas, mais on dirait qu'on a réussi à avoir de la pénétration cérébrale quand même. Ce que j'adore sur ton projet, c'est que tu ne développes pas juste une molécule analgésique, mais au final, tu nous aides à comprendre la distribution d'un médicament dans le corps humain. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc, j'ai une prochaine question pour toi. Quel pourrait être l'impact de ton projet de recherche sur les personnes qui vivent avec la douleur chronique? Là, on parle de personnes, on parle de gens, puis ça, c'est vraiment plus loin que ce que mon projet fait. Moi, je suis vraiment au niveau fondamental, la découverte du médicament. Comment faire pour créer une molécule qui va se cibler sur un récepteur spécifique?
comment est-ce qu'on peut distribuer correctement les molécules dans le système nerveux central, par exemple, comme tu disais. Tu sais. Fait qu'au niveau des patients en douleur, pour moi, c'est quelque chose que si je réussis à créer une molécule qui fait du sens, ces patients-là vont voir cette molécule-là sur les tablettes dans au moins 10 à 15 ans. Tu sais. Fait que pour le moment, je suis vraiment pas à penser au niveau du traitement chez les gens. Par contre, si on réussit à créer une preuve de concept, puis c'est un peu ça que je veux faire, c'est un peu plus une preuve de concept qu'un médicament à part entière. Tu sais. Juste montrer qu'il est possible de faire quelque chose qui peut traiter la douleur chez les humains avec un système autre qu'opioïde. Évidemment, on en a déjà plusieurs médicaments, des antidépresseurs, etc., qui peuvent enlever la douleur. Mais si on peut utiliser le système neurotensine juste comme preuve de concept, je pense que ça va vraiment favoriser l'engouement pour cette cible-là. Puis avec un peu de chance, les compagnies pharmaceutiques qui ont des centaines de chimistes vont pouvoir nous aider là-dessus. Tu sais. Parce qu'il ne faut pas oublier que la science, c'est une collaboration. Tu sais. Puis moi, je suis tout seul dans mon labo, le petit gars de Sherbrooke. J'ai pas le même pouvoir de synthèse, j'ai pas le même pouvoir de penser que ces gens-là qui sont dans des grosses compagnies multinationales. Tu sais. Oui. Donc, imaginons dans 150 ans, dans un monde idéal, comment imagines-tu la prise en charge des personnes qui vivent avec la douleur chronique? Dans un monde idéal, la douleur n'existerait plus. Ah. Évidemment, il faut dire que la douleur, c'est un processus qui est quand même important. C'est un processus qui est adaptatif. Puis c'est un processus qui nous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec notre corps. Fait que la douleur, c'est très important. Le problème, c'est quand cette douleur-là évolue après que la blessure soit résorbée. Ça, on appelle ça souvent la douleur chronique. Puis la douleur chronique, l'information qu'elle donne n'est pas vraiment serviable. Dans le sens que oui, on le sait que je me suis blessé il y a 6 mois dans le dos, mais maintenant je suis rendu correct. Pourquoi tu continues de me faire mal? Fait qu'avec un peu de chance, d'ici 150 ans, on va avoir des approches qui sont pas basées sur des molécules, mais plutôt basées sur des approches comme CRISPR, qui sont des approches qui sont plutôt au niveau de l'ADN ou des trucs comme ça, qui nous permettraient d'éviter de créer ce signalement de douleur-là à long terme, dans le fond. Okay. C'est un peu plus comme ça que je le vois. Fait que j'ai l'impression que les chimistes médicinaux, au niveau des maladies chroniques ou bien des affaires qui se répètent à long terme, on n'aura pas beaucoup de serviabilité là. J'ai l'impression que plutôt les chimistes médicinaux, dans 150 ans, on va plutôt être impliqués dans, par exemple, la douleur qui est aiguë. Fait que tu te fais mal là, on a besoin d'un traitement là. Là, on peut utiliser les molécules. Mais une douleur sur 1 an, il y a sûrement des meilleures méthodes que de prendre une pilule à chaque matin, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça que je vois l'avenir de la chimie médicinale. Est-ce que tu te souviens de la journée quand tu as reçu tes premiers résultats ou les résultats les plus excitants? Absolument. J'étais au laboratoire, puis c'était quand même tard le soir, je pense que c'était à 5h, 6h. En fait, un des défis de passer à travers la barrière hémato-encéphalique, entre autres, c'est que les composés qui sont trop gros ne passent pas. Fait que le cerveau a vraiment une bonne manière de pouvoir filtrer les composés qui sont trop gros. Dans mon cas, j'ai réussi à faire un tour de passe-passe, un tour de magie, puis essayer d'enlever une grosse partie de la molécule, dans le fond. J'ai fait un peu un all-in. Je me suis dit, cette partie-là, elle sert à rien, on enlève tout ça, puis on garde juste une toute petite partie. Puis la fois aussi que j'ai réussi à avoir les premiers résultats biologiques qui montraient que ces molécules-là étaient actives, j'étais au laboratoire. La pharmacologue qui travaillait sur mon projet avec moi, Magali Chartier, est venue me voir. Elle a dit, ça marche bien, tes molécules, c'est quoi? Parce qu'évidemment, les pharmacologues, on essaie de les garder aveugles le plus longtemps possible, comme ça, ils ne rentrent pas de biais dans l'expérimentation. Ils ne savent pas quelles sont les molécules qu'ils testent. C'est ça, ils ne savent pas. T'sais. Le but, en fait, c'est d'empêcher qu'ils puissent eux-mêmes, de façon consciente ou non consciente aussi, rentrer des biais dans les études. Fait que c'est ça. Elle a dit, c'est vraiment des bonnes molécules, c'est quoi ça? Puis là, évidemment, les poils sur les bras commencent à s'hérisser, puis j'ai dit, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr de ça? Elle a dit, ouais, regarde ça, elle m'a montré les résultats. Puis là, j'ai dit, OK, avant qu'on s'excite, parce que la science, on s'excite pas après un résultat, ça en prend 2, 3. J'ai dit, OK, là, il faut que tu retestes ça au plus vite, genre demain. Là. Puis si c'est vrai, on va aller loin ensemble. Puis, turns out, c'était vrai, tout était confirmé, puis le projet de mon doctorat est un peu né de ces premiers résultats-là préliminaires au départ. Wow, je pense que j'aimerais bien aussi vivre un moment comme ça. Oui, c'est vraiment spécial. Tu retournes chez toi après ça, puis tu flottes comme sur un nuage un peu, tu feels comme si tu n'étais plus dans ton propre corps. C'est vraiment spécial comme feeling. Puis, d'un autre côté, tu te dis aussi les retombées que ça va avoir à long terme. C'est vraiment de voir
à quel point ce que tu fais à petite échelle, comme je disais, le petit Michael dans son petit labo à petit Sherbrooke, à quel point ça pourrait avoir des répercussions à long terme sur beaucoup de gens. Ou bien Ça sur peut beaucoup influencer la science partout au monde. Ouais. Absolument, genre. Puis c'est un peu ça le but de la science aussi, hein, c'est de faire tes propres recherches dans ton coin, t'exposes ça au monde, puis après ça, tu regardes comment le monde réagisse, puis comment ça va orienter la recherche à long terme, tu sais. C'est un peu ça. Si on te donnerait, par exemple, $1 million, qu'est-ce que tu demanderas dans le cadre de ta recherche? Ouais, $1 million, c'est vraiment pas gros au niveau de la chimie médicinale. C'est vraiment pas beaucoup d'argent. Je commencerais par m'acheter une Tesla, peut-être. Mais ça, faudrait pas le dire aux agences de revenus. Non, pour vrai, $1 million, je pense que c'est... Ce qui est le plus important, c'est pas les appareils. Ce qui est le plus important, c'est pas les réactifs qui coûtent cher. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir des gens, je pense. Fait qu'une grosse partie du $1 million irait pour engager des gens qui seraient aussi passionnés que moi, je l'espère. C'est dur à voir des fois durant une entrevue, là, mais je l'espère que je pourrais avoir des gens qui sont aussi engagés que moi puis qui ont autant envie de faire la science que moi, puis tu en engages 3-4, puis là, tu te formes une équipe. Puis une équipe qui va pouvoir se spécialiser. Une personne qui va être spécialiste au niveau de la pharmacologie des animaux, par exemple. Quelqu'un qui est très, très bon à manipuler les animaux pour faire les tests chez les animaux. Quelqu'un qui est très, très bon à faire des tests biochimiques. Fait que, par exemple, comprendre l'interaction entre ta molécule puis le récepteur. Quelqu'un qui est très, très bon à faire de la chimie. Puis quelqu'un qui est très, très bon à diriger. Puis ça serait plutôt moi. C'est ça. Fait que ça serait vraiment de monter une équipe. Puis d'après ça, Après ça, m'acheter un ordinateur puis faire de la chimie dans un ordinateur. Je trouve que c'est vraiment une partie de l'avenir de la recherche sur les médicaments, c'est d'utiliser les ordinateurs pour nous aider. L'intelligence artificielle, c'est peut-être le futur. Hein? Entre autres, l'intelligence artificielle. Puis une des parties de ce que je voudrais faire en postdoc prochainement, c'est d'utiliser ça aussi comme manière pour pouvoir développer des outils pour les chimistes, comme que je vous disais. Là. Donc, quels sont tes projets pour l'avenir? En fait, je m'en vais bientôt. J'ai vendu mon projet de doctorat depuis tantôt en disant que ça allait être bon. Je m'en vais bientôt, fait que ce projet-là, il va être donné à quelqu'un d'autre. Puis moi, ce que je m'en vais faire, en fait, c'est... Je vais faire un pas de recul, dans le fond. Aujourd'hui, je travaille sur des molécules spécifiques pour une cible spécifique. Mais ce que j'aimerais, c'est prendre un pas de recul puis avoir une vue d'ensemble encore plus large de c'est quoi la recherche sur le médicament en général. Fait qu'à la place de vouloir développer une molécule contre un récepteur, j'aimerais développer des outils pour aider tous les chimistes médicinaux à pouvoir faire la recherche sur leur cible. Fait que c'est vraiment un point de vue plus global de la chose. Puis on appelle ça la chemical biology ou bien la biologie chimique. Ouais, je sais pas trop comment le traduire. Mais la chemical biology, c'est vraiment d'essayer de développer des outils, dans le fond. Fait que c'est ça que j'aimerais faire. Donc tu vas poursuivre toujours tes études en recherche et développement? J'aimerais ça, ouais. On dirait que c'est une passion qui est venue me chercher, malgré le fait que je savais pas trop ce que je faisais au début, comme que je disais. Fait que c'est une passion qui est vraiment venue me chercher, puis j'ai l'impression que c'est un avenir qui, pour moi, me permet d'avoir vraiment mon... dans le fond, j'ai l'impression d'avoir un purpose dans la vie. Je connais pas le terme français pour purpose, mais un devenir dans la recherche, puis j'ai l'impression de m'accomplir là-dedans. C'est un peu ça que je veux dire. Merci beaucoup pour ce message. Et merci à tous les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Parlons de douleur et à très bientôt. Merci, Sarah. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!